Là là là, ça marche. Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, on va faire une vidéo et en même temps, on va bosser. Mais oui, parce qu'on peut pas faire que parler. Il faut quand même s'activer. On met les gants. Hop, on essaye. Toujours un peu galère. Hop, et voilà. Donc là, c'est la finalisation de la série 28-17. Donc c'est une grosse série qu'on a fait en interne. De 999 cartes, moins quand même un certain nombre de cartes qui ont été retirées de la gradation parce qu'elles étaient pas en bon état. Donc on commence à filtrer un peu. Là sur la série, il y a 12 cartes, je crois, qui ont été retirées. Mais on se pose quand même des questions sur. Non, on se pose quand même des questions sur le fait de grader du neuf. Donc, est-ce que ça vaut le coup sur des petites cartes, on va dire, sur des petits japonais par exemple, c'est pas dingo quoi. C'est pas dingo. Parce qu'on va les avoir sur les bras, personne n'en voudra, on sera obligé de baisser le prix. Mais en même temps, il y a certaines cartes qui sont un peu anciennes. 9 c'est déjà une bonne note quoi. Donc, il faut aussi voir si l'ancienneté des cartes a de la valorisation ou non quoi. Mais bon, bref. En tout cas, quand même très content du boulot accompli. Là, c'est quand même une balèze de série. Euh, En plus, on avait récupéré quand même pas mal de Dracofeu V-Star et V. Donc là, on avait une cinquantaine qui ont été récupérés. J'ai aussi d'autres Dracs. Donc là, sur la série d'après qui est en train d'arriver, je commence à recevoir un petit peu les commandes au fur et à mesure. Donc là, j'ai du français. J'ai quelques Dracs français qui sont quand même sympas. Le Dracofeu en fantasmagorique, il est vraiment sympa, moi j'aime bien. J'aime bien, du coup je vais essayer de me stocker dessus. Après évidemment en français, tout le monde le sait, c'est compliqué de récupérer, on va dire, des quantités, mais bon, c'est faisable quand même. Petit point aussi sur, si jamais vous, par hasard, vous vendez des cartes, ou si vous en achetez ou autre, vous envoyez sûrement des envois par la poste, comme cela par exemple, avec des pochettes, etc., différents trucs. Mettez vos noms et prénoms pour adresse de retour. Parce que là, j'ai les cancres, on va dire, il n'y a rien. Il n'y a pas d'adresse de retour, il n'y a pas d'identification, il n'y a rien du tout. Donc, on va dire que c'est pas bien parce que c'est pas sécure et si jamais ça nécessite un retour expéditeur, ce qui est quand même rare en national, mais ça peut arriver, bah en fait vous pouvez pas récupérer les cartes, quoi, donc c'est de la perte. Ça prend 30 secondes d'écrire son adresse, donc faut pas hésiter à le faire. Et puis ça permet de récupérer ses cartes si jamais il y a un souci de livraison. Donc c'est quand même une petite sécurité qui est à prendre. Et sinon, en termes de management de commande, donc évidemment, je suis pas un utilisateur, on va dire, standard des plateformes d'usage, étant donné que je suis professionnel en termes de rachat, etc. Mais euh, là, j'ai des commandes où il n'y a pas les noms. Bon, très bien. Partant du principe que j'achète, je trouve que, je sais pas, les airs bizarres 151, c'est trop bien. Donc voilà, voilà, je me dis, en SV2A, donc j'achète des airs bizarres. J'en achète 15. Et comme le marché il commence à être un petit peu faible en termes de quantité, bah, je vais acheter tous ceux qui sont les moins chers. Donc je vais acheter, on va dire, les 15 premiers les moins chers. Donc je vais avoir plusieurs commandes avec des quantités multiples. Mais je vais aussi avoir 6 ou 7 commandes avec une seule de quantité. Donc là, j'ai un envoi potentiellement avec rien à l'intérieur en dehors de la carte. Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur. Donc je ne sais pas qui m'a envoyé la carte. Donc je ne peux pas valider l'envoi. Donc dans certains cas de figure, moi si j'achète sur une plateforme où je dois valider la réception ou quoi que ce soit, je ne suis pas en capacité de le faire parce que je ne sais pas qui m'a envoyé la carte. Donc c'est important à plusieurs niveaux et des fois on ne se rend pas compte de ça, quoi. De pouvoir identifier l'envoi quand vous envoyez des cartes. Voilà, c'était le petit coup de gueule, mais c'est juste que ça coûte pas grand chose. Et puis le plus simple, moi je le fais depuis, je sais pas, 12 ans, c'est d'avoir un tampon avec son adresse, hein. C'est pas. Enfin, en tout et pour tout, ça vous coûtera 8 € ou 10 € d'avoir un tampon à 3 lignes.
Vous mettez nom, prénom, NAC, ou votre boutique de cartes, et vous tamponnez, et ça fait gagner un temps fou, et c'est très efficace, c'est très simple. Voilà. Bon, après, si vous déménagez toutes les 2 semaines, c'est peut-être moins pratique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent pour pouvoir pas se faire chier à écrire son adresse sur les envois tout le temps, et ça a de l'importance de le faire. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah rien, que vous dis, il est mardi, il fait beau, enfin il fait beau, une luminosité de 2% à Brest, donc c'est plutôt pas si mal. Temps de merde, quoi. Ça avance bien, le début d'année se passe correctement, on arrive à bosser, un salarié qui est là, enfin aujourd'hui il est pas là, mais qui travaille plutôt bien, et qui fait de plus en plus de choses, de mieux en mieux, donc c'est quand même assez encourageant. Donc c'est pas mal. Donc toujours de la gestion là que je suis en train de faire, c'est-à-dire de faire des team bags, c'est quelque chose que j'aimerais bien sous-traiter en fait à terme, parce que j'ai plus de valeur ajoutée que simplement mettre les certificats et les cartes dans un team bag. Mais bon, pour vous, je le fais en direct. Je suis quand même super sympa comme mec. Bref, en dehors de m'envoyer des fleurs. Le point, c'est que, donc là, pour l'instant, la structure, on va essayer de faire quasiment 1000 cartes en termes de production dans le mois. Donc, il y a deux questions. C'est est-ce qu'on veut faire la même chose, mais en faisant 2000 et en prenant une personne supplémentaire? Ou alors est-ce qu'on veut tout simplement mettre des cartes plus jolies et plus chères dans les boîtiers et espérer trouver suffisamment de clients pour acheter des cartes plus chères et dans la même quantité, quoi. Donc voilà, ces deux questions se posent. Après, on est quand même sur une dynamique d'essayer de bosser correctement et de voir le résultat 90 jours plus tard. Donc c'est-à-dire de pas trop se poser de questions et essayer d'avancer et de délivrer. Donc là, on est à mi-mandat, on va dire, de l'opération et ça a l'air de bien se passer. Donc on est peut-être sur la bonne voie par rapport à ce qui a été effectué. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai toujours des cartes en stock qui sont gradables. Après, il y a quand même une partie des cartes qui a moins d'intérêt dans le sens où je pars du principe que, par exemple, les cartes Babanuki Old Maid, ça a de la valeur. Parce qu'on en a vendu quand même un petit peu. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a certaines cartes qui se vendent, d'autres un peu moins, mais c'est quand même possible. Donc peut-être que à l'intérieur des sets Babanuki, il y a quelques Pokémon qui valent le coup et d'autres qui valent pas le coup. Mais en tout cas, c'est quand même des cartes qui sont Pokémon fans, on va dire. Donc ça appartient pas au TCG Pokémon. Mais en tout cas, c'est possible de grader ce genre de choses et les sets ont quand même un coût marginal qui est un coût qui est quand même assez bas, donc ça peut y avoir des cartes qui sont intéressantes dedans et qui sont sympas pour la collection. Mais voilà, le petit problème c'est qu'il y a quand même une partie de ces cartes là qui se vendra jamais et qui n'intéresse personne. Donc après, méfiez-vous parce que j'ai quand même vu 2-3 annonces sur plusieurs plateformes où les gens vendaient le set complet en loose. Donc j'ai vu des prix qui me semblaient quand même un petit peu élevés quand même. Enfin, 3 fois le prix de la boîte, c'est quand même un peu cher quand même. Bon. Apparemment, il y avait des ventes, donc bon voilà. Ça dégage. Là. Hop, ouais, j'en fous partout. C'est normal. C'est le team bagging. Voilà, donc ça, moi je trouve que c'est quand même sympa. Surtout le 2, le premier, je le trouve moins bien que... Enfin, les Pokémon sont moins bien. Ou alors c'est l'inverse. Lequel c'est le 2? Oh, je me rappelle plus. Enfin, le rouge est mieux que le bleu. Voilà, c'est tout. Donc c'est quand même 24. Il faut quand même vérifier de temps en temps. Hein. Parce que une erreur se glissant dans la série. Ça, c'est un vrai sujet aussi dans l'activité de grading et dans pas mal de jobs, c'est de gérer les règles des séries. Parce que faire des erreurs, c'est pas grave. Si, je sais pas, on fait tomber un boîtier, il se casse, bon, voilà, on a perdu un boîtier, ok.
Par contre, faire tomber une caisse de boîtier qui se pète toute, ça c'est chiant. Et c'est ça le principe des séries. C'est-à-dire que si on fait une erreur qui est localisée et qui ne peut pas, on va dire, vampiriser le reste de la série, bah, c'est pas très grave. Par contre, si on fait une erreur de série, ça veut dire que toute la série peut ne pas être bonne. Et là, il faut faire, comment on dit, faire un rappel produit. c'est, c'est quand même assez gênant. Et il y a eu quand même une un truc du même genre, mais bon, c'était une vingtaine de cartes, quoi. Donc ça va, c'est pas dramatique, quoi. Mais ce qui est bien, c'est comme on fait pas mal de manipulations, qu'on voit, et qu'on fait des photos, on fait des mises en ligne et tout, on a quand même un deuxième regard, troisième regard post-scellage sur les produits, donc on peut se rendre compte si jamais il y a un souci quand même. Mais ça arrive quand même de temps en temps qu'il y ait un problème. Un des trucs qui arrive de temps en temps, par exemple, c'est d'identifier une carte sur un label français et de mettre le nom anglais de la carte. Parce que dans les recherches de bases de données qu'on peut faire, des fois les bases de données sont en anglais. Donc bah, en fait, on peut aller un peu trop vite. Et comment dire, par exemple sur une base japonaise, si on fait pas gaffe et qu'on connaît pas forcément tous les Pokémon, bah en fait ça peut passer, quoi. Ça peut passer, on peut mettre un nom de Pokémon en anglais alors que c'est pas le bon, quoi. Il faut le mettre en français, quoi. Donc voilà, ça c'est des erreurs, bon, on va dire c'est des coquilles, mais par rapport au label qui existe sur une carte, normalement, si le label est en français, le nom de la carte est en anglais, quoi. Enfin, si le label est en français, le nom de la carte est en français. Voilà, c'est tout. C'est simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, j'aime bien ce que je fais, je suis toujours motivé. J'ai de l'externe là qui est prêt, qui va partir demain, donc ça fait toujours plaisir de grader des cartes un peu random envoyées par la clientèle. Donc là en l'occurrence c'est un peu random parce qu'il y a quand même pas mal de cartes coréennes, donc c'est toujours sympa. Après ça scratch un peu quand même, hein. C'est pas... c'est-à-dire quand je dis ça scratch, ça veut dire qu'il y a quand même il y a un effet sur les borders des cartes en coréen, là dans les séries que j'ai vues, où il y a un peu de... comment dire... il y a un peu de défritage de la carte quasiment, quoi. Mais c'est pas... c'est normal, quoi. C'est normal, c'est comme ça sur les cuts coréens. Mais après, on a aussi ce genre de problème sur certaines TG, sur du lore, sur du ASR. Ça arrive aussi qui est sur les GG, sur TG, GG, etc. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait ce genre de trucs-là, et dans des proportions beaucoup plus grandes. Donc là, évidemment, c'est ce qu'on va appeler des problèmes d'usine, parce que c'est des trucs qui arrivent très fréquemment, voire quasiment systématiquement. Donc on va pouvoir pondérer par rapport à ce critère-là d'usine, c'est-à-dire retirer le 10 s'il n'y a aucun dégât, évidemment. Et ça va pas forcément beaucoup plus loin, mais dans certains cas, quand même, on peut différencier la quantité et la nocivité, on va dire, de ce phénomène. Et là, on peut impacter et considérer que c'est trop fort. Et dans ce cas-là, on va passer en 9,5 sur un edge qui serait parfait état en dehors de ce phénomène. Sinon, j'avais pensé aussi à faire, donc, essayer de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu le grading en lui-même, c'est-à-dire comme je pourrais essayer d'expliquer à quelqu'un qui voudrait apprendre à grader dans la société. Donc c'est pas forcément le but non plus tout de suite, mais essayer d'expliquer un petit peu donc, le modèle qu'on a et quel est le mental, le mindset qu'on va utiliser quand on passe une carte à la gradation, quoi. Donc ça c'est voilà ça. Par contre je vais pas le faire à l'impro là comme ça, mais le sujet est quand même assez intéressant. Sinon, on a eu aussi dernièrement donc quelqu'un qui nous a contacté qui avait gradé des cartes, enfin qui avait récupéré des cartes chez nous en 10 et qui les a fait grader par une autre société de gradation et qui a obtenu des notes différentes. Donc évidemment, faut remettre les pendules à l'heure dans le sens où comment dire, la note de 10 en CGG, elle n'est pas la note maximale. C'est notre palier sur le 10. En fait, le 10, c'est un point de convergence de pas mal de cartes qui pourront avoir
soit aucun dégât, mais peut-être des différences d'usine qui font qu'ils ne sont pas 10+. Donc ça va être 3 10 et un 10+, par exemple. Mais on va aussi avoir 3 10, enfin 2 10, un 9,5 et un 10+, c'est un 10. Donc ça veut dire que le 9,5, étant donné que c'est une note qui est inférieure au 10, ça veut dire qu'il peut y avoir un dégât. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur la carte, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là qui y est. Et cette carte-là, elle va avoir un 10 dans notre échelle de notation. Mais ce dégât-là, si notre échelle de notation était 10 au max, ce serait pas un 10 dans ce cas-là. Ce serait un 9,5 ou un 9, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comparer les échelles de notation par rapport à leur plus haut. Donc si on s'attend à avoir telle note ou telle note, c'est bien beau, mais si on peut prendre un quad CGG et l'envoyer à un autre endroit, il y a quand même de bonnes chances qu'on ait aussi la meilleure note de l'autre côté. Mais attention, ça c'est juste par rapport aux critères qu'on prend en compte. Parce que les critères d'une société de gradation à une autre, ils sont potentiellement très différents. Le centrage, par exemple, chez nous, peut-être qu'il est vachement plus strict à d'autres endroits, peut-être qu'il est beaucoup moins strict à d'autres endroits par rapport à telle note, peut-être que notre 10, il est beaucoup plus large que n'est le 10, c'est-à-dire le 10+, pour d'autres sociétés, et ainsi de suite. Donc il peut y avoir des décalages qui sont forts. Et si on ne fait pas de 9,5 par exemple, si on a une société type par exemple PSA ou je sais pas, enfin, c'est une société de gradation qui ne tolère pas le 9,5, ça veut dire que leur 10 c'est peut-être un quad chez nous. Et là par exemple je suis en train de manipuler du coréen, enfin du japonais. Je vais avoir un ratio, bon là la série est pas si dingue que ça, mais peut-être qu'on a 6% de quads quoi. Et 6% de quads sur des cartes qui sont calibrées pour être en très bon état. Donc, si on commence à prendre une série française, notre taux de quads, il n'est pas de 6%. Hein. Si on prend le même nombre de cartes, c'est possible qu'on n'en ait aucun. C'est possible qu'il y en ait 2, 3, 4, mais si on a 4, c'est 2%. Donc, avoir la chance d'avoir la meilleure note sur des sociétés de gradation qui sont très strictes, pour obtenir la note maximale, bah, il faut se lever tôt, quoi. Ça veut dire qu'il faut prendre un échantillonnage de cartes à la base qui est très élevé, très grand. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut en prendre un très grand et en donnant la même chance à chaque carte d'obtenir la note max, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des bonnes cartes. Bon, évidemment, si on commence à enlever tous les mauvais centrages en français, voilà, ça commence à enlever beaucoup de possibilités. 47, c'est bon. Voilà, donc je voulais juste faire un rappel. Il faut comparer ce qui est comparable et comment dire, si vous avez 1 euro et que vous voulez convertir en dollars, bah, il faut quand même regarder la parité avant de faire la conversion si on veut avoir le bon nombre. 49, 49. Morphéo, forme solaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, il n'y a pas de souci, mais l'autre biais, oui, l'autre biais qu'il y a là-dedans, qu'on imagine, enfin, qui n'est pas flagrant, c'est que si vous prenez ce 10+ là et que vous l'envoyez n'importe où, à CCC, à PSA ou n'importe quelle autre société de gradation, si vous envoyez une carte qui est case, donc déjà peut-être qu'ils ont un service qui est payant de decase, mais s'ils en ont pas, ça veut dire que c'est eux qui se démerdent pour decase. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un biais de réception qui est le fait de récupérer une carte qui est gradée. Donc ça veut dire que déjà ils vont se faire chier à decase à votre place. Donc c'est un service qui est à prendre en compte. Est-ce qu'ils vont le faire bien, est-ce qu'ils vont pas le faire bien, on n'en sait rien. Est-ce que s'ils abîment les cartes à l'intérieur, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Est-ce que c'est quelque chose qui est très très bien vu de récupérer des cartes extérieures et de grader avec leur société, ils sont très contents de faire ça, on sait pas trop. Moi personnellement en termes de gestion, je vais être quand même assez content de récupérer des cartes, mais je vais quand même facturer un surcoût si jamais il y a plusieurs cartes qu'il faut decase, quoi. Parce que ça prend un temps qui est considérable. Parce qu'en soi, decase, peu importe la société de gradation, c'est faisable, il n'y a pas de souci, quoi. Par contre, le faire en assurant qu'on n'abîme pas la carte, ça demande un doigté, ça demande de prendre des précautions et de bien réfléchir à ce qu'on fait et de le faire très bien. Donc si vous changez de société de gradation et que c'est vous-même qui faites le decase,
avant d'essayer de devoir rendre des comptes ou essayer de faire des comparaisons et tout, la question c'est est-ce que vous avez abîmé la carte quand vous avez des cases? C'est tout. Si, je sais pas, c'est la base, quoi, mais bon, c'est quand même une question qu'il faut poser, quoi. Donc, notre boîtier, il est très robuste, dans le sens où on peut vraiment appuyer, il résiste bien et tout, mais on a quand même choisi de faire un scellage qui est relativement fragile, donc ça veut dire que il a, comment dire, possibilité de décase sans abîmer les cartes, sans trop de difficultés, et c'est sciemment. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de ses cartes gradées, et ne pas s'amuser à les manipuler n'importe comment, quoi. Parce que ce qui fait la valeur de la carte gradée, c'est le fait qu'elle soit fermée, qu'elle soit scellée, quoi. Donc faut faire attention à ça. Voilà, 55, on peut changer de côté. Allez. Bon, c'est la petite gueulante. Est-ce que je suis toujours bon? 56, 56. Tout va bien. Ouais, donc alors sinon, pour le reste de la série, donc on a positionné donc, en enchère, donc je répète, là l'orientation de la boutique c'est de faire 2 séries d'enchères par semaine, enfin par mois. Donc les enchères, ça dure, on les lance le jeudi soir et ça finit 10 jours plus tard le dimanche soir, donc sur eBay, sur notre plateforme World of Grading. Et on va essayer de faire ça 2 fois par mois. Donc si jamais on ne vend pas tous les objets qu'on a mis en vente, on les remet en vente la session d'après. Donc là, on est en train de faire des rotations où on commence les enchères à 16h. Donc de 16h à jusqu'à on ne sait pas combien de temps, on met toutes les enchères qu'on a invendues à partir de 16h de la série d'avant, des enchères précédentes. Et à partir de 17h ou 18h ou 19h, ça dépend un peu du nombre de cartes qu'on rajoute, on va commencer à mettre les nouvelles séries. Et donc si on commence à 18h, de 18h à minuit, ça fait 6h. Donc ça fait 350 items. Si jamais on en met plus que 360, on recommence à 18h. Donc c'est possible qu'entre 18h et 19h, il y ait quasiment 3 enchères qui se chevauchent simultanément, enfin à chaque minute, jusqu'au moment où ça se perd, les précédentes se finissent, etc. Donc on va essayer de faire un schéma comme ça. L'idée, ce serait de faire le plus de cartes possible jusqu'à notre maximum d'enchères qui est de 2750 mensuels. Donc 2750 mensuels, ça commence à être sacrément costaud. Et je suis pas sûr qu'on arrive à pouvoir faire ça. Parce que on a notre prix de base qui est de 12 euros, qui est pas cher. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on facture maintenant aussi, donc au niveau plus bas, les gradings CGG à 12 euros. Alors après, évidemment, il y a de l'affiliation qui peut entrer en compte et des codes promo, donc on peut être quand même un peu plus bas que ça. Mais grosso modo, on offre les cartes qui sont dans les gradings à partir de 12 euros par rapport à notre prix d'exercice du service, quoi. Et du coup, on a été obligé de remonter les prix parce que tout monte. Enfin, c'est compliqué, mais les boîtiers ont monté, l'encre a monté, les assurances ont monté, tout a monté là depuis 2 ans. Et vous savez très bien que à tout niveau, c'est le cas. Donc ça, c'était le premier point. Donc on a monté seulement le premier prix pour le grading. On est passé de 10 à 12. C'est 20 euros obligatoire. Et l'autre point aussi, c'est qu'on a reçu comme beaucoup de cartes, ou enfin de commandes, de 1 ou 2 cartes. Et comme j'ai essayé d'expliquer à un moment donné, c'est que prendre acte d'une commande, ça demande quand même pas mal de la prise en charge demande pas mal de temps. On doit récupérer la carte, déloter, commencer à créer le fichier, mettre la carte, grader la carte, etc. Et à la fin, on doit aussi faire une expédition. Et ce prix d'expédition, il est pas pris en compte, on va dire, dans le prix du service, quoi. C'est quelque chose qui est fait quasiment gratuitement. En fait, à aucun moment, dans l'action de faire la gradation, on se dit on va devoir faire un envoi. Donc ça veut dire que quand on doit la faire pour une seule carte, il est plein tarif pour nous, c'est-à-dire si ça me prend 15 minutes de traiter une commande, c'est 15 minutes qui sont perdues, que je peux pas faire autre chose, je peux pas faire de la mise en ligne, je peux pas répondre à des clients, je peux pas faire quoi que ce soit. Donc c'est aussi ça le problème. Et là par exemple la commande que j'envoie qui est prête, c'est une commande de 20 cartes. Bah en fait faire un colis de 20 cartes, c'est le coût de prise en main de la commande, il est relativement marginal par rapport à une commande de une carte. Donc faut faire un carton, faut faire 2-3 trucs en plus, mais grosso modo
Quand on grade une seule carte et qu'on doit la renvoyer, notre travail c'est de la manutention et de la gestion de dossier plus que de l'expertise, alors que pour une commande de 20 cartes ou plus, bah là c'est complètement de l'expertise avec un peu de manutention de suivi de dossier et d'expédition. Donc c'est ça aussi qu'on voudrait, pour ça aussi qu'on a augmenté les prix, c'est nécessaire quoi. Enfin je veux dire, si vous voulez envoyer des cartes, si vous envoyez qu'une carte, c'est chiant quoi. C'est pas compliqué, faites une sélection, envoyez au moins 5 cartes, quoi. C'est quand même beaucoup plus agréable, quoi. Et puis surtout, je pense que l'expérience sur l'expertise, sur la notation, etc., vous allez avoir plus de... Enfin, ça va mieux marcher, vous allez avoir plus d'expérience, de retour d'expérience, en faisant votre sélection, en regardant vos cartes, en essayant de voir est-ce que ça vaut le coup de grader à tel prix, est-ce que ça vaut le coup de grader en ayant eu telle note, etc., etc., parce que ça permet de créer une compétence et une sélection des cartes qui peut être beaucoup plus... qui peut être très avantageuse, quoi. Donc... c'est quelque chose qui est plus important. Après, évidemment, si vous avez un seul Pokémon que vous adorez et tout, et vous voulez avoir absolument celui-là en gradé pour le protéger, pour le mettre avec les autres, etc., bon, on va le faire. Hein. Voilà. On va pas vous jeter la pierre sur votre passion, qui est aussi la nôtre. Hein. C'est compréhensible, hein. C'est normal. Mais bon, après, au niveau industriel, on va dire, du truc, c'est quand même moins sympa de faire une par une et de gérer chaque commande séparément, quoi. Mais bon, c'est acceptable quand même. Pour l'instant, on n'a pas fermé les vannes, mais c'est juste qu'il y en a d'autres qui ont relativement rapidement compris que c'était quand même un peu une usine à gaz et qui sont sur des 15 ou 18 euros le grading, peu importe la valeur, peu importe la carte. Et donc évidemment, eux, je pense pas qu'ils ont beaucoup de commandes de une carte. Ça m'étonnerait. Mais bon, c'est le jeu. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Je sais pas, j'ai l'impression de pas team back très vite, mais bon, je fais mon max. Allez, bougez-vous, là, j'ai plus de place. C'est quand même excessivement énervant, ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir ce genre de truc-là qui est électrostatique et qui colle partout, et dont on ne peut pas se défaire facilement. Mais bon, ça permet de réunir une carte gradée, son certificat, de protéger des micro-rayures le boîtier et de faire une présentation propre. Et oui, c'est un gloopy. Voilà. Ah oui, alors, donc sinon, on a commencé aussi à faire un peu le ménage là sur les annonces multiples qu'on a. Du coup, on a remis à jour la M07 sur du SV2A 151, donc les alternates 151. Pikachu, Charmander. Et du coup, c'est des cartes japonaises qui sont en label English par contre. Donc à l'époque, on se disait, bon, on va mettre les labels en English pour du japonais parce que comme ça, c'est mieux. Bon, depuis, on a quand même un peu changé d'avis. Après, moi, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Donc c'est AM07 dans la boutique World of Grading. Parce que c'est certainement les derniers stocks. Et donc là, on a rajouté ce qui nous restait, qu'on avait mis de côté. Donc on a rajouté une 60aine de cartes. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Là, c'est le moment. Donc quand j'enlève des certificats, c'est parce que c'est des cartes qui ont été écartées de la gradation. Et du coup, faut pas se gourer, donc c'est barré. 74, on est bon. Ouais, du coup, la M07, donc c'est tous les trucs sympas de 251. Donc ça commence à avoir un peu d'âge et justement, ça a pris pas mal de valeur. Enfin, là, il y a une partie, par exemple, les Pikachu, je pense qu'on les a payés entre 10 et 11 euros, on va dire, il y a 2 ans. Et maintenant, ça vaut 17-18 assez vite, quoi. En plus, on avait quand même pas mal de cartes de ce calibre-là qui ont bien monté de prix. Et je ne pense pas qu'on va se restocker sur ces cartes-là au niveau de prix actuel, quoi. C'est trop cher et je pense que la vibe est quand même un peu terminée. Après, si vous manque une ou deux cartes là-dedans, bah, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Parce qu'on en a quand même pas mal, il doit rester 200 cartes, mais ce que je dis, c'est que c'est les derniers, quoi. Enfin, après, une fois que c'est vendu, qu'on sera en rupture sur une des cartes, ça m'étonnerait qu'on en rachète, sauf si bien sûr on a des collections, on récupère des trucs, quoi. Mais voilà,
C'est quand même assez sympa. Sinon, donc, l'autre annonce multiple, donc on a trié, on a référencé, on a changé quelques photos. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Vous n'imaginez pas comment c'est de gérer une annonce multiple sur eBay. C'est super joli et tout, c'est vachement user-friendly, on se plaît à regarder les Pokémon, machin et tout. Mais c'est une horreur à paramétrer. Enfin, je sais pas si vous comprenez le truc, mais c'est vraiment un truc de merde. Ça permet de faire des trucs jolis, mais c'est un truc de merde. Mais si par exemple, vous commencez votre listing, voilà, vous faites 15 Pokémon, et à la ligne 16, vous bourrez, vous mettez... vous oubliez un espace. Je sais pas, Dracofeu, 2 Peter, vous le mettez tout attaché et tout. Bah, vous pouvez pas corriger en fait. Une fois que vous avez sauvegardé, la ligne 16, c'est ça. Donc vous pouvez ne pas l'utiliser, ne pas la faire apparaître, mais ce sera forcément la ligne d'après qui sera prise en compte. Donc il n'y a pas de possibilité de faire des modifications de certains cas de figure, ce qui veut dire qu'il faut faire les choses très très bien dès le début. Et si vous voulez organiser les résultats pour que par exemple telle ou telle carte apparaisse en premier, qu'il y ait un certain ordre ou autre, ce n'est pas possible. Donc c'est bien, mais c'est chiant en même temps à plein de niveaux. Bref, du coup, on a fait donc l'AM10, on a quand même fait la mise à jour. Donc c'est l'annonce pour les Dracofeu. Donc j'avais fait une annonce il y a à peu près un an sur les différents Dracofeu. Donc il y a quelques Dracofeu qui sont quand même assez chers. Il y a des trucs, il n'y a pas des trucs très chers. Il n'y a pas les plus gros évidemment parce qu'on n'en a pas et c'est pas du tout notre but. Notre but c'est vraiment d'essayer de montrer un peu tous les Dracofeu qu'il y a. Donc c'est une annonce qui est hybride, c'est-à-dire qu'il y a des Dracofeu qui sont en japonais et il y a des Dracofeu qui sont en français. Ça permet dans la même annonce de pouvoir différencier les niveaux de prix parce que des fois il y a quand même des gros changements. Enfin, le japonais peut être vraiment beaucoup moins cher que le français. Enfin, rien que sur le V-Star, par exemple, le V-Star maintenant en français c'est entre 8 et 10 quasiment, on y remet une pièce, alors que le japonais il sera entre 2 et 3 la plupart du temps quoi. Donc il y a quand même des grosses différences de prix et le fait qu'il y ait de la gradation et qu'il y a un multiplicateur du fait de la gradation, et ben on a des prix finaux qui sont beaucoup plus élevés sur du français. Et donc ça vaut sur la même annonce se rendre compte que prendre 2 Dracofeu japonais ça vaut le même prix que prendre un Dracofeu français. Ben, en fait c'est quand même assez agréable de voir ça sans devoir aller faire une recherche sur eBay etc. de le voir sur la même annonce. Donc ça présente quand même pas mal d'avantages. Et nous, ça nous permet aussi de montrer un peu la gamme, d'essayer de montrer quand même pas mal de cartes différentes. Donc c'est bien. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de suivi sur cette annonce depuis le début. Et il y avait 2 bacs entiers quasiment sur l'annonce. Donc c'est quasiment 100 cartes par bac. Et on a fait, en un an, on a dû faire 90 ventes dessus. Donc c'est assez élevé, même c'est plutôt assez fat. Donc là, j'ai repris la main dessus. Et bah, je vais sûrement rentrer du Dracofeu. Alors après, pour l'instant, j'ai pas encore mis ça au planning parce que c'est quand même du fixe et par rapport au schéma d'enchère. Mais je vais sûrement rentrer, je sais pas combien je vais en rentrer, mais je vais en rentrer quand même pas mal en plus. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés là-dessus. Et c'est quand même assez chiant d'avoir une belle annonce multiple, comme je vous dis, où on a eu de la douleur pour la faire, comme pour chacune. Qu'elle soit pas bien achalandée, quoi. Parce que si on commence à avoir sur le bandeau déroulant rupture, 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 enfin, c'est pas agréable pour les visiteurs parce qu'en gros, c'est qu'est-ce qui reste, quoi. Et notre but, c'est quand même qu'il y ait pas mal de possibilités et de choix sur ce type d'annonce. Donc ça représente quand même pas mal de boulot de suivre, de faire de la gestion. Et là maintenant, bah, on commence à être un peu plus, plus boosté par ce genre de choses. Donc c'est quand même bien sympa. Et ça pousse aussi à la quête, quoi. C'est-à-dire, il nous faut des Dracofeu. Il nous faut des Dracofeu en plus. Après, il y a aussi donc la M. Merde, je me rappelle plus laquelle c'est. Je crois que c'est la M01, simplement, celle des Pikachu. Donc là, ça va être le prochain chantier. Là, donc on va aller chercher la M01 et on va aller voir ce qui retourne. Pour vérifier que déjà les stocks sont bons, qu'on peut rajouter des cartes si on en a déjà de côté. Et puis voir aussi ce qui a bien marché, ce qui a pas trop bien marché, et essayer d'adapter ce genre de choses. Parce que quand même pendant un moment,
Moi j'ai voulu faire une annonce très large où je voulais grader des Pikachu à 2 euros, enfin 2 centimes, pardon, vraiment pour que toute la gamme existe, c'est-à-dire d'aller vraiment chercher vraiment tous les Pikachu et qu'on en ait des versions gradées. Et au final, ça marche un peu parce que ce qui se passe, c'est que les prix montent. Et donc, certaines cartes qui valaient 2 centimes pendant un moment, bah, elles valent 10 centimes, puis en fait 50 centimes. Et en fait, comme on avait des prix sur la gradation qui était faible sur ce genre de cartes, parce que grosso modo, si on commence à comment dire, grader des cartes qui valent 2 centimes et réussir à les vendre, on peut pas se permettre de les vendre très cher. Et sur mon modèle de prix, si on veut essayer de gagner quasiment 5 euros par carte, il faut qu'on vende à peu près, enfin, quand je dis gagner, c'est le travail d'expertise, de scellage, de mise en ligne. Il faut qu'on vende la carte au moins 10 euros. Ça, c'est le minimum. Et du coup, c'était possible, quoi. Mais ce genre de cartes-là, là, si on les met à ce prix-là, c'est possible, mais dès que les cartes commencent à prendre de la valeur, le restock va faire force. Le fait de rajouter des cartes dans l'annonce, ça va forcément faire remonter un peu les prix, puisque euh, on va quand même arbitrer le niveau de prix par rapport au prix de marché actuel. Donc, même si on en a, mettons, 5 en stock, et qu'on rajoute des cartes, ou qu'on refait des commandes, enfin, qu'on rajoute des cartes après, on va arbitrer sur le fait des nouveaux prix, c'est-à-dire de combien ça coûte de se restocker, et pas de combien ça nous a coûté de nous stocker à l'époque. Donc on est obligé de le faire comme ça, sinon en fait on ne peut pas garantir en fait le fait de rajouter des cartes. Donc sur l'annonce 151, on a fait un hybride entre les deux par exemple sur certains prix, parce qu'on sait qu'on a payé des cartes beaucoup moins chères, et de toute façon, comme on sait qu'on va pas se restocker dessus, bon, mais bon c'est... Je sais pas. En tout cas, le Dracofeu Pikachu, on va quand même rebosser dessus. Et je vais sûrement, donc, comme j'ai dit, rajouter des cartes Dracofeu sur l'annonce parce que les derniers Fantasmagoriques, là, Fantasmagoriques, je crois, ils sont vachement bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, Après, on va pas pouvoir mettre les plus chers, mais sur on va dire les premiers prix, donc le VF et le JAP, ça c'est sûr, on va pouvoir les ajouter. Donc c'est entre 3 et 5 euros pour le VF, grosso modo, et c'est un peu moins de 3 euros max pour le JAP. Donc quand je dis 3 euros, là, vous allez me dire, ouais, mais il est à 1 euro en ce moment. Alors oui, ok, il est à 1 euro. Bon, vous m'en achetez 25 à 1 euro, on en reparle. Parce qu'il y a des frais de port, et en fait, il n'y a personne qui en a autant en stock. Donc, si on commence à prendre le volume nécessaire, bah oui, les prix montent. Alors, justement, ça c'est aussi un des problèmes du monde Pokémon, c'est les trucs qui sont bien. En fait, plus vous en voulez, plus vous allez le payer cher. Et il n'y a pas de grossiste en fait. C'est les spots qui sont intéressants et que les gens aiment bien, il n'y a pas de grossiste dessus. Donc c'est quand même un vrai sujet. Donc si on commence à vouloir en prendre pour le futur ou même essayer d'exploiter un filon, bah, il faut déjà se jeter dessus et surtout il faut accepter de payer plus cher et d'être moins à l'aise, on va dire, sur ce genre de choses. Mais il faut comparer aussi ce qui est comparable. Et oui. Donc il y a toujours moyen. Bon voilà, j'ai fait la première caisse. C'est génial. Il me reste une autre. Alors, du coup, ça c'est bon, 900, 900. On est bon. Statistique. Allez, dégagez-vous. Putain, quelle merde. Alors, tac, c'est là. La migration. Tac, tac, tac. Et voilà. Hop. On enchaîne. Donc il faut quand même réfléchir un peu à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on veut mettre comme carte C'est le 2. Qu'est-ce qu'on veut mettre en carte en ligne en prix fixe Donc sinon, donc, pour les enchères, ce qui va se passer, donc comme j'ai dit, 2 enchères par mois. 2 enchères par mois, le plus d'items possible, mais c'est surtout, comme je disais, on va pas forcément mettre toutes les cartes de manière unitaire. Donc le rendez-vous, c'est plutôt de commencer à faire des lots. Donc on fait des lots de 15 cartes. On a aussi fait un lot de 30 cartes pour Noël dernier.
Donc on a changé un peu la pagination, mais grosso modo c'est les lots de Noël avec vraiment plein de cartes connues, du Terra Crystal, des mégas, etc. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment sympas. Enfin moi j'ai bien aimé faire ces lots là, j'ai quand même un peu réfléchi à ce que je voulais mettre dedans. Et donc sinon, donc là pour la 28-17, donc ça va de 1 à 999, moins évidemment quelques cartes qu'on a écartées du grading, mais grosso modo il y a 960 cartes on va dire. Il y en a déjà une partie qui a été vendue dans les enchères, dans les dernières enchères. Il y en a une partie qui sont déjà en enchères actuellement. Mais le plus gros, je pense qu'il y a plus de la moitié qui est encore dans nos bacs. Donc il doit rester... Enfin là, je vais en retirer un petit peu pour mettre dans les enchères de cette partie-là. Mais le reste, ça va commencer à faire des lots. Donc on va faire des lots de 15 cartes. Et là, il va falloir faire attention à ne pas faire des doublons dans les lots. Essayer de répartir un peu les quads pour qu'il y ait des quads dans pas mal de lots et que ça puisse être assez sympa. Qu'il n'y ait pas aussi non plus un lot où il y a 5-9 et que ce soit quand même un peu dur. Donc le but c'est de donner un peu de variété, d'essayer aussi potentiellement de faire quelques lots à thème. Là j'ai des Fionnes par exemple, c'est un peu des Pokémon de l'eau, et réussir à mettre pas mal de Pokémon d'eau dans certains lots. Enfin, voilà, ça peut être un peu sympa de faire ce genre de truc. Et du coup on va mettre une grosse partie des lots en enchère je pense. Et le reste on va le mettre peut-être en prix fixe, augmenter un peu les prix fixes. Enfin, ça va dépendre un peu, parce que là, il y a pas mal d'enchères qui ont été positionnées sur les lots actuellement. Et donc, peut-être qu'on va en remettre une grosse partie encore en enchères. En tout cas, on en a déjà vendu plutôt déjà pas mal. Donc c'est quand même assez sympa. Et là, ça a l'air de remonter encore. Donc on va s'amuser à faire ça. Donc l'intérêt de faire des lots, bah, c'est au lieu de faire 3 photos x 15, 45 photos et 15 mises en ligne, bah déjà on gagne du temps sur le fait de faire des lots et donc de mettre plusieurs items en vente directement. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir proposer une diversité de cartes plus grande et d'aller chercher des valorisations qui sont normalement un peu moindres, parce qu'à l'unité, même si on part à 12 euros, au final, les quads, on va les mettre plus cher, parce que notre règle, c'est de mettre des quads à 20. On ne veut pas vendre des cartes de quads en dessous de 20, déjà. Donc sur du GAP, c'est quand même impactant, parce que si on a, mettons, 6% de quads, bah, ça fait quand même pas mal de cartes qui augmentent la valeur, parce que, comment dire, Putain, dégage, toi. Le fait de passer de 12 à 20, en fait, c'est vachement important. Ça veut dire qu'il y a 6% des cartes qui comptent double, quasiment en termes de rémunération du travail. Donc évidemment, le problème, c'est qu'on peut pas chier des quads non plus. Faut quand même que les cartes soient parfaites, quoi. Et ça, c'est quand même aussi dépendant de la langue, parce que le problème qu'il y a, c'est que sur le français, comme je disais tout à l'heure, on va en avoir très peu. Donc on se rattrape un petit peu dans le sens où les 10 plus français, ils ont quand même une survalorisation au niveau des prix, dans le sens où il va quand même y avoir quand même des batailles sur certaines cartes, donc on peut retirer quand même un peu plus de rémunération, enfin de prix de vente sur ce genre de choses. Mais ça n'empêche que il n'y a pas de coup. Enfin, si on commence à dire, tiens, on va se primer par exemple sur les quads sur une série française, bah, c'est pas la peine, quoi. On peut se brosser, quoi. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'on essaie donc, de faire un prix de base de 12 euros en partant du principe que si on vend à ce prix-là, ça permet de gérer tous les coûts. Et après, vous allez me dire, ouais, c'est pas grave, il suffit de faire plein de cartes et tout. Ouais, mais vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Enfin, je fais 70 heures par semaine, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui fait quand même pas mal d'heures aussi. Et sortir 1000 cartes, c'est un chantier, quoi. Enfin, faut être au four au moulin et c'est beaucoup, quoi. Enfin, je le redis, hein, parce que je le dis à chaque fois, je fais des vidéos. C'est beaucoup, quoi. Et le truc, c'est que, par exemple, les coûts de fonctionnement de la société actuellement, ils sont quand même assez élevés, quoi. Donc si on dit on fait 1000 cartes par mois en interne et qu'on fait un peu d'externe, mais grosso modo, ce qu'on fait en externe, c'est autant qu'on peut pas faire en interne. Donc de toute façon, si vous faites 100 cartes en externe, bah, ça fait que vous ferez que 900 cartes en interne. Donc
à mon avis, c'est quand même compliqué, surtout sur la distance, d'imaginer faire plus que ça, quoi. Donc le truc, c'est que par exemple, avoir un comptable dans ma société, ça coûte 400 euros par mois. Avoir une salariée, ça coûte 100 euros plus son salaire. Ça coûte plus de 100 euros juste pour qu'elle puisse avoir une fiche de paie et que ce soit géré, on va dire, par un organisme qui s'appelle par exemple PFIT, qu'on ne citera pas. Donc voilà, ça c'est un premier coût. Deuxième coût, l'assurance de la société, bah, ça coûte tel prix, tel prix, tel prix. Donc en gros, faire que la boutique tourne, ça coûte de l'ordre de 3000 euros. Parce qu'il y a aussi de l'amortissement. Alors ça, c'est pas vraiment un coût, mais il faut quand même rembourser ce qui a été utilisé pour payer. Et dans un certain sens, ça a un coût. Parce que si vous amortissez quelque chose de, mettons, 700 euros par mois, une fois que vous avez fini de l'amortir, vous devez renouveler. Enfin, peut-être que vous pouvez attendre, mais grosso modo, si vous ne le prenez pas du tout en compte dans les coûts, à un moment donné, il faut remplacer le matériel depuis zéro, et donc soit reprendre un emprunt, soit pouvoir le payer, quoi. Et il faut quand même être en capacité de pouvoir faire un emprunt, surtout si c'est un truc qui est critique. Donc 3000 euros, donc ça veut dire que si vous faites 1000 cartes, à la fin, votre société est bénéficiaire de 2000 euros. Si vous voulez vous payer, bah, vous payez 2000 euros, et si vous êtes le patron, 2000 euros, ça fait 1100 euros net. Donc il faut trouver une solution pour gagner plus d'argent que gagner 5 euros par carte fois 1000, quoi. Donc allez-y en commentaire, hein, dites-moi. Dites-moi. Mais pour l'instant, c'est la meilleure solution, et c'est déjà pas mal. Et oui. Et oui, et oui, oui. C'est déjà pas mal. Parce que, si on refait les maths, si on arrive à faire, mettons, 5,50 € par carte, bah, et qu'on en fait 1000, ça fait déjà 500 euros de plus. Donc sur le bénéfice, on va dire, qui aurait pu être distribué, au lieu d'avoir 2000, on fait 2500. Donc en fait, les petites lignes jouent énormément. Parce que monter de 10% la valorisation sur les cartes vendues, ça veut dire augmenter de 25% le bénéfice. Donc il y a un levier qui est non négligeable. C'est pour ça qu'il faut essayer de réussir à avoir de la bataille, ou simplement de réussir à mettre des cartes qui valent un peu plus d'argent et que les clients sont prêts à payer un peu plus cher. Alors ce qui est aussi pas mal, c'est que les cartes se vendent. Parce que le problème qu'on a, c'est que si on impose notre prix... Parce que donc pour la petite histoire, en gros, à l'été dernier, donc en juin, juillet, août, on a commencé à faire des enchères et ça a très très bien marché. On avait des prix de départ 1 euro. C'était génial. Donc ça a bien marché jusqu'à un certain moment. On faisait des enchères un peu à l'arrache de 200 cartes et on était au milieu du mois et du coup il y avait des valorisations qui n'étaient pas du tout dingues. Et plus ça avançait, plus on commençait à mettre des cartes de valeur variable. Et là, à ce moment-là, bah, il y avait aussi des enchères qui étaient très variables. Dans le sens où, à une semaine près, une carte pouvait se vendre 30 et la semaine d'après, elle pouvait se vendre 45. Et le prix médian pour gagner des sous, c'était peut-être que ça se vende à, mettons, 32, quoi. Donc ça veut dire que d'un côté on gagne, de l'autre on perd. Et il y avait quand même pas mal de risques. Mais ça se passait quand même dans l'ensemble plutôt bien. Mais la question c'est, est-ce que, si par exemple on met 300 cartes en enchère, est-ce qu'on veut qu'il y ait 100 cartes qui nous fassent perdre de l'argent, qu'il y ait 100 cartes qui rattrapent à peu près les pertes des 100 mauvaises cartes, et qu'il y ait 100 cartes qui fassent gagner de l'argent? Bah, en fait, le fait d'avoir une variabilité de ce type, bah, en fait, c'est quand même assez décourageant parce que en fait, on sait pas si ça va marcher ou pas, quoi. Et on est vachement dépendant du marché. Et le truc, c'est que les cartes prennent de la valeur avec le temps. Donc si on n'est pas hyper pressé de gagner des sous, et ben en fait, il vaut mieux les conserver ou ne les vendre qu'à un certain prix. Et donc, avant d'en arriver là, de cette réflexion, on a fait une opération pour Noël. Donc on s'est dit je sais pas, en début septembre, qu'on allait travailler et faire le plus de cartes possible pour décembre.
Donc le truc c'est que ça s'est pas bien passé dans le sens où ça a été quand même un peu délicat de se motiver pour travailler aussi longtemps sans avoir d'impact sur le marché. Ça a été aussi délétère de ne pas être présent sur les enchères et de ne pas avoir de visibilité et de ne pas avoir assez de gens qui nous suivaient par rapport à ce type de cartes-là. Donc c'était quand même un risque qu'on n'a pas mesuré aussi, le fait d'être absent et que les gens reviennent, etc. Donc on a un peu prévenu un peu nos clients en disant qu'on allait faire une grosse opération et tout. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était que on a une rupture dans la chaîne de grading au niveau matériel. Donc on n'avait pas assez de stock pour pouvoir grader autant de cartes qu'on voulait à ce moment-là. Et pourtant on avait pris large, quoi, dans le sens où on aurait dû avoir ce qu'il fallait, quoi. Et en fait non, pas du tout. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Donc on a été limité et on a fait, je crois, on a fait 1800 grading. Alors après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on a voulu faire des séries d'enchères en ayant le but que les clients puissent avoir leurs cartes pour Noël. Donc ça veut dire qu'on a commencé, on voulait que les premières enchères commencent juste avant décembre ou début décembre, et qu'elles finissent à peu près le 14 pour pouvoir envoyer toutes les commandes et mettre la boîte en vacances pendant la période. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas du tout marché. On a eu des valorisations extrêmement basses sur les premières séries. En plus, on n'avait pas forcément accès à toutes les cartes qu'on voulait, donc à tout moment de la chaîne, c'est-à-dire au niveau de la préparation, on n'avait pas accès aux meilleures cartes. Donc quand on s'est retrouvé avec plus de possibilités de grader pendant un certain temps, alors que l'échéancier arrivait et qu'on n'était pas prêt parce qu'on n'avait pas pu faire, donc il y avait quand même une partie des cartes qui valaient de l'argent qui n'était pas gradées. Donc déjà, il y a de la trésorerie qui dormait et c'était pas terrible. Et surtout, bah ouais, ça s'est pas bien passé puisque les enchérisseurs n'étaient pas au rendez-vous. Enfin, certains étaient là et ils se sont gavés. Je n'en veux pas du tout, hein, c'est comme ça, c'est le marché. Donc il y a des gens qui ont réussi à récupérer quand même pas mal de cartes pour pas trop cher. Et sinon, bah, ça n'a pas trop décollé, quoi. Donc on s'est retrouvé, comme je disais, dans une situation où juste après Noël, où qu'est-ce qu'on fait, quoi. Sachant que c'est difficile d'assurer, on va dire, le travail, qu'on ne sait pas trop si ça rapporte, parce que quand on fait une série de 100 enchères, on va en vendre plein en perdant de l'argent, on va en vendre plein en faisant zéro. Donc quand on se dit qu'il y a 2 tiers des enchères, enfin, des cartes gradées qu'on fabrique qui ne nous rapportent rien, bah c'est pas dingue, quoi. Même si le dernier tiers peut nous rapporter pas mal, voire même beaucoup, quoi. Mais on peut pas non plus se permettre d'avoir un modèle de vente où on gagne de l'argent parce qu'il y a quelques pélos qui ont fait des surenchères très fortes, dans le sens où c'est pas les événements exceptionnels au niveau des enchères qui doivent nous permettre d'avoir un modèle de vente. Enfin, là maintenant, en plus, depuis janvier, on a un salarié. Là, c'est pas forcément un temps qui est long, mais c'est quand même 1300 € d'astreinte supplémentaire. Ça, c'est beaucoup, quoi. Enfin, c'est beaucoup en plus du reste. Donc il faut trouver un truc un peu plus fiable. Et le truc le plus fiable qu'on ait trouvé, c'est tout simplement d'arrêter les prix de départ en euros et d'accepter de ne pas vendre forcément beaucoup en enchères, mais quand même de sacrifier une bonne partie de la marge dans certains cas. Parce que si on a une carte qui est recherchée et qui vaut, mettons, 2 € sur le marché et qu'on la vend en 10 plus, bah, on la met à prix de départ 12 €, alors que cette carte-là, on pourrait la mettre en vente à 20 € ou même 25 € dans certains cas, en prix fixe. Et il y a des chances qu'elle parte. Donc on va transiger sur le fait d'avoir de la qualité en termes de produits et de laisser un prix de base, quitte à ce qu'à terme, on se retrouve potentiellement avec un stock conséquent de cartes dans des états moyens ou intermédiaires et qu'on a du mal à les vendre. Mais bon, après, ça, c'est un autre arbitrage. Si jamais ça arrive, bah, on verra bien comment on va se débrouiller. Mais le fait de dire, je vais proposer cette semaine 300 cartes à la vente à 12 €, ça sécurise dans le sens où soit on gagne un peu d'argent, voire même peut-être pas mal, en vendant à ce prix-là, soit on n'en vend aucune, et dans ce cas-là, on conserve la valeur sous forme de stock, et c'est pas perdu. Et donc l'arbitrage a été pris en ce sens, et ça a permis de sécuriser le truc, quoi. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point qui est sympa, c'est donc de faire des lots, d'essayer de faire beaucoup d'enchères, etc. Ça, c'est arbitré, c'est quelque chose qui vaut le coup, et ça nécessite évidemment de prendre quand même pas mal de temps globalement. L'autre truc, c'est de réussir à se stocker et aussi aller chercher des valorisations supérieures sur le grading en récupérant des cartes chères, sous condition de ne pas les payer au prix du marché, mais de racheter des collections complètes et de racheter une portion du prix du marché. Entre 50 et 55% de la cote, c'est ce qui est le plus faisable sur ce secteur. Parce que même si vous achetez des cartes moins chères, il y a quand même une bonne partie des cartes qui peuvent coter qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, quoi. En fait, le problème, c'est que les Pokémon qui sont bien, il n'y en a pas beaucoup. Et le nombre de Pokémon ne cesse de croître. Donc ça veut dire que il y a de plus en plus de trucs qui sont pas très très intéressants. Et si vous achetez une collection et qu'il y a beaucoup de Pokémon qui sont pas intéressants, en fait vous achetez des trucs qui sont pas dingues, quoi. Donc faut pas les payer trop cher. Donc ça c'est le premier point. Et l'autre point aussi, c'est que nous on est quand même une société de gradation. Donc on va vouloir utiliser notre levier d'expertise sur ce qu'on va racheter en termes de collection. Et pour ça, il faut quand même que les cartes soient dans un état qui soit relativement bon, quoi. Enfin, sinon, ça vaut pas trop le coup. Parce que de valoriser une carte, c'est même une ancienne, on va dire, il faut qu'elle ait au moins... si elle a un 6, il faut que ce soit vraiment une très très bonne carte, quoi. Si on veut que ça serve à quelque chose. Sinon, si une carte qui est pas dingo, avoir un 6, c'est pas ouf, quoi. Peut-être limite même... ça dépend vraiment de l'ancienneté. Si, mettons, vous avez une carte qui est emblématique en Aquapolis ou autre, un 6, c'est déjà pas si mal. Ça veut dire que elle est pas pourrave, elle est pas played, elle est pas pour, elle a déjà passé quand même pas mal de filtres et elle s'en tire bien. Mais si on reprend un peu juste vite fait le truc de grading, le fait d'équilibrer, donc d'avoir centrage, coin, edge, etc., de prise en compte, ça veut dire que la surface, elle ne tient que pour un quart de la note. Donc vous pouvez très bien avoir une carte qui a, mettons, un 6 avec une surface de 2. C'est possible. Et avoir 2 en surface, c'est une carte qui a pris la guerre. Bon, alors, évidemment, sur des cartes anciennes comme ça, j'ai du mal à voir une carte qui a un 2 de surface et qui a, mettons, un 10 corner ou un 10 edge, quoi. Normalement, c'est pas possible. Mais pour la petite info, sur une ancienne carte, la surface est le meilleur indicateur de la gradation pour l'état de la carte. Ça veut dire que si vous avez deux cartes équivalentes qui ont un 7 au final, par exemple, choisissez celle qui a la meilleure surface. Ce sera la carte qui, grosso modo, aura normalement le meilleur état entre les deux. Bon, après, s'il manque un coin sur l'autre, bon, voilà, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais ce que je veux dire, c'est que sur les cartes qui ont une vingtaine d'années ou plus, la surface est un des meilleurs indicateurs de l'état de la carte. Donc c'est pas, enfin ça vaut même pour notre modèle, ça vaut complètement pour notre modèle, ça vaut pour quasiment tous les modèles. Hein. Donc vous en faites pas, c'est pas des conneries. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc les trucs, les machins, les séries. Tac, tac. Voilà, donc là je suis en train de team bag, faut faire ça 1000 fois tous les mois. Oui, non, voilà, je parlais du rachat. Du coup, je suis en train de refaire donc un site de rachat sur le rachat de collection. Donc, c'est ce qu'on fait comme activité. Donc, en général, j'envoie les gens sur rachatpokémon.com pour donner un peu notre façon de faire. Ce qui est pas très très compliqué, hein. Si vous voulez vendre, vous nous contactez. Et puis vous nous envoyez votre collection. On fait l'estimation et on rachète la moitié du prix de la cote. Et on rachète directement, sous 48 heures, c'est fait, quoi. Donc on se base sur les ventes réussies eBay, dans certains cas, quand il n'y a pas d'assez d'offres sur MKM. Et sinon, grosso modo, on se base sur MKM. Et on va quand même valoriser les cartes, donc en fonction des prix bas sur l'estimation, lorsque c'est pertinent. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui est à 5 euros et que le deuxième mec near mint il est à 16 euros et que le mec qui est à 5 euros il est tout seul ou alors il est dans une zone douanière ou alors que c'est un très mauvais vendeur ou autre, on va pas forcément le prendre en compte.
mais on va essayer d'aller chercher, c'est en fonction des prix bas MKM, donc ça veut dire que on va prendre 2-3 premiers prix bas, ou alors si le premier prix bas il a plusieurs quantités, il commencera à être valide en termes d'offres de vente. Donc voilà, ça va être à peu près ça. Mais sinon, sur des cas de figure un peu spécifiques, ça va être donc de l'ancien qui vaut beaucoup d'argent. Et là, sur le français, par exemple, MKM est assez vide, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc on va aller chercher, faire d'autres recherches. Et on va aussi aller voir, dans certains cas, pour faire l'estimation, de voir les scales qu'il peut y avoir dans les autres langues par rapport aux États. Donc c'est intéressant de faire comme ça de temps en temps, si jamais on n'a pas d'exemple. Mais bon, grosso modo, c'est pas très très compliqué. Et la plupart des collections, elles vont quand même avoir des cartes assez récentes. Nous, on rachète des collections qui vont... Enfin, on a racheté des collections l'année dernière de 30 euros à 4500. Donc c'est pas... Enfin, on n'a pas acheté des collections énormes non plus. Mais on est capable de pouvoir le faire si nécessaire. Après, si jamais vous avez vraiment une très grosse collection, on va imaginer faire un plan de financement. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec notre modèle, on peut imaginer quand même avoir un flux trésorerie qui peut être dépendant de la qualité des cartes. Donc ça veut dire que si on achète une collection à 10 000 le premier du mois, 60 jours plus tard, on peut déjà avoir récupéré une partie de la valeur de la collection. Donc il ne faut pas non plus... si vous êtes très très pressé de vendre, on peut trouver une solution pour que ça aille vite, quoi. Surtout si ça vaut vraiment beaucoup d'argent, c'est possible de trouver des solutions. Mais de toute façon, moi je suis dans les cartes depuis quand même un certain temps. J'ai acheté beaucoup de fois des collections sans avoir la totalité de la trésorerie, et c'est normal. Si vous avez une collection d'une vie et qu'elle a pris énormément de valeur au fur et à mesure des années, même des grosses boutiques n'auront pas forcément la trésorerie pour vous acheter tout d'un coup. Et vaut mieux limite vendre sur 6 mois, 1 an au très bon prix qu'on peut nous proposer, plutôt que de vendre à celui qui a un peu le portefeuille le plus garni à un instant T, quoi. Donc parce que c'est un coût à vendre potentiellement beaucoup moins cher que ce que ça peut valoir, quoi. Donc voilà. Donc le sujet, c'est simplement d'expliquer qu'on fait du rachat de collection. Pour faire ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre collection, vous mettez dans un carton, vous mettez votre nom, prénom, numéro de téléphone, IBAN ou RIB dedans. Vous fermez, vous scotchez bien, vous détectez que ça bouge le plus possible. Vous nous envoyez ça à carte Gammon Grade collection 3 rue Général Marchand 29 200 Brest. Et puis on estime la collection. Franchement, ça dépend un peu, mais grosso modo, même si votre collection est très importante, on va prendre de 4 à 12 heures, on va dire, sur de très grosses collections. Et sinon, en 2 heures, en rendez-vous de 1h30, en général, je peux faire les estimations si vous êtes sur Brest. Donc c'est possible aussi de venir en direct, faut nous appeler, et puis on prend rendez-vous. Selon la taille de la collection, on peut avoir un créneau, et puis on fait des recherches MKM, quoi. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir des cartes à vendre, et puis nous on est ravis de faire le transfert de valeur pour que les gens puissent faire leur projet, quoi. Donc puis c'est Pokémon, il y a un moment donné on peut s'arrêter, et puis il y a aussi des gens qui déménagent, qui changent de vie, qui font d'autres trucs. Donc dans le parcours, si on a quelques trucs comme ça à vendre, bah c'est bien. Et puis en plus nous déjà on les valorise si on fait du grading dessus. Et en plus, on va laisser chercher les contreparties qui sont intéressées pour faire ça, quoi. Enfin, c'est quand même de la seconde main. C'est bien de faire vivre le secteur de la collection comme ça, quoi. Parce que, on est quand même vachement nombreux sur ce marché-là, et c'est quand même assez sympa de pouvoir proposer des cartes que les gens aiment, quoi. Même si, évidemment, il y a quand même l'aspect de gagner des sous, d'aller chercher encore plus de collections, encore plus de cartes, etc. Il y a aussi l'aspect simplement d'être content de pouvoir proposer les bons produits dans la boutique, quoi. Bon, en général, ça dure pas longtemps, hein. On va pas se leurrer. On va dire les bonnes cartes. Là, je me rappelle un Dracofeu obscur. Non, il est parti vite, hein. Si vite, il est parti, par exemple. Donc, il y a des choses comme ça. Mais bon, bref. Bon, il me reste encore quelques-unes à Team Buy. Je vais essayer de finir. Oh merde, il me manquera encore un paquet. J'en ai plus dans la réserve de base. Il va falloir que j'aille en chercher de l'autre côté. Bon, je vais arrêter la vidéo là.
Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir les trucs qui nous intéressent. De Loup-Garok, ça peut être sympa, Loup-Garok. On a vendu pas mal. On va en remettre d'autres. Des statistiques, des stylix aussi, ça c'était pas mal ça. Moi j'aime bien le design en gris là, comme ça, c'est adapté je trouve. Ça ressemble un peu à un alien, mais c'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Bon, et du coup, oui, donc le site de rachat, donc je suis en train de de coder, c'est un WordPress, hein, je vais pas inventer l'eau chaude. Mais je trouvais des designs, j'ai regardé un peu quand même des vidéos sur la création de sites web, et bah, c'est quand même sympa de faire un truc qui est un peu mieux que juste 2 pages avec du texte, quoi. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus propre, et de proposer ça pour le rachat. Donc, mais si vous êtes sur Brest ou dans la région et que vous avez une collection Pokémon, bah, vous nous contactez, vous venez directement. Et si vous êtes un peu plus loin, bah, nous on prend les collections à distance, on fait l'expertise. On fait l'expertise, on estime, on fait une offre. Et tant que l'offre n'est pas acceptée, la collection évidemment reste la vôtre. Et si jamais on ne trouve pas accord de vente, eh ben, on vous renvoie vos cartes, hein. C'est pas très compliqué. Si on est sur un deal qui vaut 500 euros, le risque c'est de perdre un envoi, quoi. C'est de perdre la valeur d'un envoi, et un envoi qui vaut 500 euros, bah, ça coûte une quinzaine, vingtaine d'euros selon le poids de la collection, et en prenant de l'assurance évidemment. Donc ça vaut le coup de prendre le risque, sachant qu'on paye aussi, enfin on partage. Si on achète la collection, on partage les frais de livraison. Voilà, c'est juste un geste qu'on fait, un geste commercial qu'on fait par rapport à ça. Mais après, on essaye de limiter le fait qu'on nous envoie des collections de 100 cartes qui valent 0 dans des états vraiment pas terribles. Enfin, ça vaut pas 0, mais ça vaut... sur le mauvais état, on va dire en vrac, on va être à 3 euros du kilo. Donc 100 cartes, ça fait 200 grammes. Donc 200 grammes à 3 euros du kilo, ça fait 60 centimes. Donc c'est quand même un peu dommage de payer 60 centimes en produit, alors que l'envoi a coûté peut-être 7-8 euros, quoi. Bon, 200, ouais, 100 cartes, on peut envoyer en courrier, mais bon, encore faut-il le savoir. Voilà. Voilà un peu le plan. Alors après, donc sur le service de rachat, on essaie d'être un petit peu catégorique, dans le sens où on ne fait pas d'estimation à distance, que ce soit par photo ou autre, ça ne nous intéresse pas. À distance, on va pas voir s'il y a des micro-rayures, on va pas voir l'état des cartes, on va pas voir la texture des cartes, on va rien voir en fait. Donc on ne fait pas d'estimation, on ne fait pas d'offre d'achat à distance. Ce n'est pas pour nous possible de faire ce genre de choses. Ça ne nous intéresse pas. Donc c'est pas la peine de nous envoyer des photos de votre collection. Regarde, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. La question c'est, est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous êtes d'accord de vendre votre collection à 55% de la cote et on achète tout? Si oui, prenez vos cartes, en mettez dans un carton. Les envoyez-nous, on fait le calcul. Normalement, notre calcul, il sera proche de votre calcul si vous l'avez fait de votre côté. On vous envoie le virement, affaire conclue. Voilà, et il n'y a pas besoin non plus de faire 3 quarts d'heure au téléphone pour dire ouais, mais du coup, c'est quoi ton offre? Mais du coup, tu m'achètes combien la carte et tout? Alors c'est non, quoi. Enfin, c'est non, c'est non, c'est non. Enfin, je veux dire, donc évidemment, on part à une partie du marché, c'est-à-dire beaucoup de gens avec des casquettes et des trucs Lacoste, mais c'est pas très grave. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt donc les personnes qui ont des collections, qui ont de la valeur, qui ont bien compris que commercialiser, faire des envois et vendre à l'unité était très compliqué et que c'était un travail à temps plein, et qui n'ont pas envie de perdre autant de temps pour s'occuper de la gestion de leur vente de collection. Sachant évidemment aussi que le fait d'avoir une collection importante et de commencer à la vendre à l'unité, si vous êtes un particulier, si vous vendez beaucoup et que vous en avez pour beaucoup d'euros, c'est du revenu qui est imposable. Donc ça veut dire que vous allez devoir payer des impôts sur la vente de vos cartes. Donc la limite, c'est si vous dépassez 5000, ça dépend de vos autres revenus, quoi. Mais si vous dépassez 5000, vous êtes censé déclarer, quoi. Donc si vous bossez pour vendre à 7000 votre collection et que vous êtes taxé à hauteur de 7000 dessus, bah en fait vous gagnez 5000, et 5000 c'est ce que nous on est prêt à donner sans le boulot.
Donc, ça peut être un peu absurde de temps en temps, quoi. Mais bon, c'est la France. C'est comme ça. Pour l'instant. Voilà. Bon, bah, c'est quand même un petit peu... un petit peu chiant de Team Back 200 cartons. Un peu à chier, hein. Mais bon, c'est toujours sympa de parler et de raconter 2-3 trucs. Je vais me faire un petit café et ensuite je vais sortir quelques cartes pour la mise en ligne à l'unité de la prochaine enchère. Ceux-là ils sont bien aussi, là, les Rat Attack Team Rocket, là. Moi j'aime bien. Ils sont pas mal. C'est un design un peu différent. Le Smogo aussi il est pas trop mal, mais ça devait être à cause de mes parties de Pokémon rouge, ça. Mais bon, pas dingue quand même les Rat Attack. Hop. La, 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 la. Allez, plus que 4. Yeah. Je suis toujours bon. Putain, merde. Fuck. Ouais, salut.